Un imbroglio politique, des accords secrets et des stratégies dissimulées, ajouté à cela de l'hypocrisie gouvernementale et un général avec un cache-œil, sur fond de guerre froide, de décolonisation et de panarabisme. Non, ce n'est pas le scénario du prochain James Bond, mais un fait historique bien réel. Je vous parle de la crise du canal de Suez de 1956. Les années 50, c'est le temps du rock'n'roll, de l'insouciance, d'Elvis Presley, mais c'est aussi le temps de la guerre froide, d'un conflit entre URSS et États-Unis. C'est également le temps de la perte d'influence des anciennes puissances coloniales que sont la France et l'Angleterre. C'est le temps de la décolonisation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous faut comprendre la situation de l'Égypte avant 1956 et particulièrement l'histoire du canal de Suez. C'est là que l'on voit la grandeur de votre civilisation. Construire pareil ouvrage il y a 4000 ans, il fallait être visionnaire. Le canal a été construit il y a seulement 86 ans. Ah bon? En tout cas, quelle fierté pour votre pays. Le canal a un statut international, la compagnie qui le gère est à majorité anglaise. Rien de tout cela n'est égyptien. Le canal de Suez est inauguré en 1869. Ce projet pharaonique est de l'initiative de Ferdinand de Lesseps, un diplomate français, qui a comme idée de diminuer le trajet des marchandises en évitant de passer par le cap de Bonne-Espérance. Comme vous devez vous en douter, le canal est une véritable aubaine pour le commerce mondial et une mine d'or pour son propriétaire. Bien que situé sur son territoire, seuls 3% des revenus du canal reviennent à l'Égypte. Le reste appartient à une compagnie à majorité britannique. En 1952, le contrôle des Britanniques sur l'Égypte est chamboulé. Un coup d'État militaire cause la destitution du roi Farouk et l'avènement du nouveau leader égyptien Gamal Abdel Nasser. Pour favoriser l'accès à l'électricité des Égyptiens, Nasser souhaite donc la construction d'un barrage au sud, à Assouan. Sauf qu'un projet comme ça, ça coûte bonbon. Et Nasser va devoir demander l'aide des Américains. Eisenhower, alors président des États-Unis, va lui refuser cette aide, en raison de la proximité du président égyptien avec l'URSS. Sauf que Nasser, il le veut son barrage. Il va donc chercher le financement ailleurs, à la source, en nationalisant le canal de Suez. Il faut reconnaître que c'était pas la solution la plus diplomate. Et par ce fait, Nasser va s'attirer les foudres de bon nombre de puissances européennes. Tout d'abord, les Anglais, qui voient leurs intérêts sur le canal de Suez disparaître. Le président égyptien soutient également les rebelles algériens du FLN. Du coup, le gouvernement français en a également ras-le-bol de lui. Sans compter qu'avec Israël, c'est pas le grand amour, vous voyez. Du coup, les trois pays, Angleterre, France et Israël, vont se réunir secrètement en banlieue parisienne, à Sèvres, en octobre 1956. Ils vont là-bas mettre au point une stratégie d'attaque
de l'Égypte sans passer pour les agresseurs. C'est ce qui s'appelle le protocole de Sèvres. Du fait de la nationalisation, les trois pays craignent que Nasser puisse fermer le canal à sa guise et s'inquiètent pour leur approvisionnement en pétrole. L'accord secret qui aboutit au protocole de Sèvres établit une feuille de route pour reprendre le contrôle du canal. N'ayant pas de raison valable pour attaquer l'Égypte, la France et le Royaume-Uni vont en créer une. Il s'agit d'un plan, d'une stratégie qui doit se dérouler en 3 actes. Primo, Israël doit attaquer l'Égypte, envahir le Sinaï jusqu'à la partie est du canal. Secondo, conformément au plan, les Français et les Britanniques doivent réclamer un cessez-le-feu entre l'Égypte et Israël. L'objectif est que Nasser refuse d'arrêter les combats. Eh bien, pas manquer, Nasser refuse, ce qui donne une occasion en or aux Français et aux Anglais d'intervenir. Ah là là, mais c'est terrible! Une guerre vient d'éclater entre Israël et l'Égypte. Nous allons donc devoir intervenir pour sauvegarder la paix. Ah ça, nous ne l'avions pas vu venir. Nous entrons désormais dans le 3e acte du plan. Les Français et les Anglais ont désormais un motif pour attaquer l'Égypte. Sans accord de l'ONU, ils vont attaquer, bombarder Port Saïd au nord du canal, officiellement pour pacifier la zone, officieusement pour reprendre le contrôle du canal. Dans les faits, l'opération est un succès, militairement du moins, parce que diplomatiquement, c'est une autre histoire. L'ONU condamne l'opération de la France et de l'Angleterre. L'URSS va même jusqu'à les menacer d'une attaque nucléaire s'ils ne retirent pas leurs troupes d'Égypte. Du coup, les États-Unis, pour pacifier un peu la chose, vont gentiment demander à leurs alliés de se calmer un peu. Après, faut bien reconnaître qu'une attaque nucléaire, ça recadre tout de suite le débat. Face à une telle pression, les 3 pays vont devoir arrêter l'opération et quitter l'Égypte. La France et l'Angleterre sont sortis humiliés de cette intrigue, à tel point que le Premier ministre britannique, Anthony Eden, dut démissionner de son poste. Si nous devions analyser la chose sur le plan géopolitique, nous pourrions dire que l'Angleterre et la France, les 2 empires coloniaux, crurent bon de faire comme dans l'ancien temps, comme lorsqu'elles étaient encore maîtresses du monde. Sauf que le monde a changé. Désormais, ce sont les 2 blocs, États-Unis et soviétiques, qui règlent l'appareil géopolitique. Bien que vaincue militairement, l'Égypte sort victorieuse diplomatiquement, ce qui a pour conséquence de renforcer les mouvements de décolonisation et le tiers-mondisme. De son côté, Israël est sorti plutôt renforcé de cette histoire. Le jeune État a en effet su montrer ses capacités militaires et a même renforcé sa position dans le Proche-Orient. Tandis que le monde entier avait les yeux rivés sur l'Égypte et Nasser, que le canal de Suez faisait la une de tous les journaux, l'URSS envoya l'armée rouge réprimer à l'aide de chars d'assaut la révolte de Budapest. Mais ça, c'est une autre histoire.